Bienvenue dans l'Objet du média, le podcast qui décrypte les mutations du marché de l'objet publicitaire et du textile promotionnel. Dans chaque épisode, nous vous échangerons avec celles et ceux qui font ce marché, agences, fournisseurs, marques, experts. L'objectif, comprendre où va le marché, identifier de nouvelles opportunités et donner les clés pour créer plus de valeur. C'est parti. Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Objet du média. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christophe Lardy. Bonjour Christophe. Bonjour Benoît. Ça va? Ouais, écoute, j'ai la chance aussi que tu m'invites. Je t'en remercie. C'est normal. Écoute Christophe, pour commencer ce podcast, on va parler de New Wave France en particulier, mais avant ça, je vais te laisser te présenter. Alors donc, je suis Christophe Lardy, 55 ans, je suis le papa de 2 grands garçons. Écoute, je suis passionné de sport, mais j'ai pas le temps d'en faire, donc ça c'est un peu compliqué. Puis voilà, écoute, mes proches disent que je suis un peu impatient, que j'aime bien l'action, j'aime pas trop la déresponsabilisation et l'immobilisme. Et puis voilà, quoi. Écoute, je suis content d'être là, je suis content d'être là pour parler du métier, pour parler du secteur d'activité, pour parler de New Wave aussi. Mais on a plein de choses à se dire aussi sur l'évolution, le passé, le futur. Donc, merci à toi. Alors justement, si on parle du marché aujourd'hui, comment toi tu définis le marché? Quand dans ton quotidien, quand on te demande mais dans quel marché tu bosses, qu'est-ce que tu réponds? Ah, ça c'est une bonne question. Quotidien, c'est déjà le marché du textile d'entreprise. Ce qu'on appelle nous aussi le corporate dans notre jargon. Le corporate qui a plusieurs facettes. Ça va de l'événementiel d'une entreprise pour un événement interne, externe, une participation. C'est aussi le corporate vraiment dans son sens pur et premier, c'est-à-dire l'équipement des collaborateurs et des collaboratrices, quels qu'ils soient, quel que soit leur métier dans l'entreprise. Donc là, on va du tablier jusqu'au costume. Alors même si nous, on fait pas tout, mais notre objectif, c'est de pouvoir équiper n'importe quel collaborateur, quelle que soit son activité dans l'entreprise. Et ensuite, on va plus loin, parce qu'on va dans le textile sportif, on va dans l'EPI, l'équipement protection individuelle, donc le vêtement professionnel. Et on est une belle marque aussi pour aller sur le premium. Donc, avant de parler de tout ça, et je sens que tu es impatient et c'est normal. Donc, ouais. Si je résume, pour toi, c'est textile corporate. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui parlent de textile publicitaire, promotionnel, objet média? Est-ce que c'est des choses qui rentrent en résonance avec ce que tu fais? Je sais que c'est toujours un petit peu difficile dans notre marché de bien cibler ça. D'ailleurs, c'est une de nos particularités. On a un peu du mal à expliquer ce qu'on fait. Et l'objectif de l'objet du média, ce podcast, c'est justement d'expliquer ça. Donc, je veux juste avoir ton positionnement par rapport à ça. On a des difficultés, mais c'est aussi notre force. C'est que justement, on n'est pas contingenté dans une niche, mais que notre profil et notre écart type de clientèle et d'utilisateurs finaux, il est 360 degrés. Donc cette force, on doit la garder. Donc c'est pour ça, moi, j'aime pas bien les cases. On se connaît depuis un petit moment. J'aime pas les cases. J'aime pas être réduit, si tu veux, à un rôle précis, que ce soit moi dans l'entreprise, ou que ce soit l'entreprise dans le marché, ou que ce soit le marché par rapport au secteur d'activité. Donc ça, c'est la première chose. Donc, objet média, c'est intéressant parce que c'est un média. Donc ça veut dire que ça nous positionne déjà par rapport à un média de communication. Donc ça, oui, ça, j'aime bien. En plus, la Fédé a fait et fait encore un gros travail dessus. Donc il faut leur rendre hommage et être nous aussi des vecteurs de promotion de cet objet média. Alors, on peut la citer d'ailleurs, parce que la Fédé, oui, pour les gens qui nous FCPO. la Oui, 2SFCPO, qui est la fédération des professionnels de l'objet média. Voilà, exactement. Tu disais textile publicitaire. Publicitaire, promotionnel. Ah, celui-ci, c'est pas celui que je préfère quand même. Ouais. Hein. Pourquoi? Parce que promo dit déjà que tu le ramènes à une notion de tarif. Or, le textile, c'est tout, sauf du tarif, à mon sens. Donc, si tu commences déjà, dès le départ, à segmenter et à niveler par le bas le textile corporate, eh ben, derrière, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes pour vendre du beau produit, qu'on ait des problèmes de légitimité par rapport à d'autres médias, qu'on ait des problèmes de confort, de sécurité à véhiculer auprès de nos clients et de nos clients auprès de l'utilisateur final, parce qu'ils disent bah, ouais, c'est du promo. Donc le promo, c'est du jetable. Eh non, le promo, c'est autre chose. Donc ces deux derniers adjectifs, je les utilise pas. Ok, donc pour toi, le marché, c'est textile corporate, ou textile média, Oui. ou objet média. Oui.
tout à fait. Très clair. Ouais. Alors justement, La sémantique est importante. ok. Justement, comment toi tu es arrivé dans ce marché-là? Parce que c'est quoi ton parcours avant d'arriver à la tête de New Wave France? Alors, parcours, je suis jeune, ça fait que 32 ans que je travaille, donc déjà c'est plutôt bien. Et dans mon parcours, et notamment pour payer mes études, qui coûtaient relativement cher, j'ai déjà travaillé dans le prêt-à-porter. Donc sur Lyon, dans un magasin. Et j'ai toujours aimé cette fibre textile. Cette fibre textile et l'environnement du retail et du textile dans le retail. Pourquoi? Parce que tu as des collections, donc tu as un renouvellement, tu as des matières nouvelles, des couleurs, des coupes. Donc c'est un marché qui est tout le temps en renouvellement. Quand j'ai commencé ma carrière, je suis allé dans les arts de la table et de la décoration, qui est un marché à peu près parallèle en tout cas dans l'organisation, au textile corporate. Tu as des collections, tu as des matières, tu as des tendances, tu as des salons, tu as des revendeurs. Donc j'ai toujours été picousé aux revendeurs et c'est dans l'ADN de New Wave et c'est dans mon ADN aussi à moi. Donc ça c'est vraiment important. Donc bon, j'ai fait un petit bout de carrière, un bon bout de carrière dans les arts de la table. Et puis après j'ai travaillé dans une start-up parce que le côté innovant m'intéressait beaucoup. Le côté précurseur m'intéressait beaucoup. Par contre, on était un peu trop précurseur. Et quand la start-up a été vendue, j'avais plus d'opportunités pour moi et je voulais revenir vers un marché qui était un peu plus brick and mortar, comme on dit. Et en retrouvant un ADN, en retrouvant des repères que j'avais dans les arts de la table et que j'avais quand j'étais étudiant et que je payais et que je travaillais dans un magasin de prêt-à-porter pour les études. Donc j'ai eu l'opportunité de rejoindre New Wave France. Donc c'était il y a 20 ans. Ok. Il y a 20 ans, il y a un mois, tu vois. 20 Ok. ans, un mois, 12 jours, 4 heures et 50 Ok. minutes. Et depuis, je suis comme un poisson dans l'eau et j'ai la chance de diriger cette société qui fait partie d'un groupe international qui s'appelle New Wave Group, qui est suédois à la base, qui est européen, suédois. Et en même temps de gérer cette société comme une gestion personnelle, une gestion vraiment d'un management de proximité, humain, tourné vers le résultat, parce qu'on est un groupe de croissance, c'est l'ADN du groupe, et qui nous permet de pouvoir tester, innover, anticiper, investir sur le marché français pour devenir meilleur et pour avoir un panel de services et de produits qui soit adapté au marché français. Alors justement, New Wave, tu en as parlé assez rapidement. Tu as vu, je fais des bonnes transitions quand même. Ouais, tu es très, 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 très beau public, c'est parfait. Merci. New Wave, justement, tu peux nous expliquer un petit peu l'ADN de ce groupe, Ouais. quel type de marque vous distribuez? Je crois que vous êtes très, très orienté marque. Oui. Et je pense que c'est un groupe qui n'est pas spécifiquement connu, en tout cas en France. Par contre, les marques qui distribuent, il y en a certaines qui sont quand même des marques très premium. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. New Wave Group a été fondé par Thorsten Johnson, qui est encore aujourd'hui notre président. Donc ça, c'est le CEO du groupe, c'est le fondateur, qui était sérigraphe. Et qui remarquait que quand il sérigraphiait un produit, un t-shirt, quand le support, le t-shirt en tant que tel, était de qualité, il avait un client content et un tarif, un prix de revente qui était remis en question par personne. Par contre, quand le support n'était pas de qualité, eh bien, la qualité de l'impression en tant que telle n'était pas la même. Et pas les retours, mais les négociations étaient un peu plus âpres. Donc son objectif a été de sécuriser son approvisionnement pour pouvoir faire du beau marquage. Voilà. Ça, c'est l'ADN de New Wave. Donc New Wave aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est 43 marques, c'est une présence sur les 5 continents, mais on n'a jamais perdu cet ADN-là. Donc l'ADN 1 du revendeur, Thorsten en était un. L'ADN 2 du produit qualitatif. Et ça, c'est hyper important. Et le 3 qui est l'ADN suédois, qui est le respect de l'homme et de l'environnement. Donc New Wave Group 89, des marques propres et une croissance aussi externe avec le rachat de certaines marques, dont l'une des dernières est Cutter & Buck dans les années 2000, qui est une marque américaine, qui a été ensuite européanisée et aujourd'hui lancée avec brio sur le marché français. Donc voilà, on a 3-4 identités fortes, si tu veux, qui font
qu'on a pu se développer partout dans le monde. Donc c'est intéressant aussi d'avoir et de savoir qu'avec nos valeurs, on peut gagner des parts de marché, créer des sociétés, créer des filiales et avancer en ne reniant pas nos valeurs. Voilà. Ok. Et chez New Wave France, on est d'accord, tu distribues pas toutes les marques de Non. New Wave Group. Non, Tu peux je nous distribue- expliquer un petit peu Alors, les marques que tu travailles? Tu parlais des marques, je suis désolé, j'ai oublié d'en nommer, mais on en a donc 43, donc je ne vais pas toutes les nommer, mais on a Cutter Buck, Kraft qui sont très connus, on a Harvest, on a Untag Movement, on a Click, on a ProJob, on a Jobman, on a Toppoint aussi, qui est bien connu sur le marché français. On a Tenson, qui est aussi une grande marque sur la partie retail, et qui est aussi un département corporate. Donc voilà, on a là, et on a 3 univers en fait, de 3 marchés différents. Le corporate, dont on parle et dont on va parler encore plus. Le retail, notamment avec Kraft et aussi avec Cutter Buck, donc qui sont des marques qui sont distribuées dans les réseaux spécialistes. Et puis le gift, home and furnishing, qui est la partie cristallerie, puisque le groupe a racheté une cristallerie en Suède, qui a développé avec Sagaform, avec Bayonne aussi, tout un univers sur les arts de la table et sur la partie décoration intérieure. Voilà. Ok. Donc sur New Wave France maintenant, New Wave France, nous on a 5 marques. On a Click, qui est vraiment notre base historique et de chiffre d'affaires. On a ensuite une passerelle sur le no-name avec la dernière née qui est Untag Movement. Donc sur les marques qui veulent se créer, sur les entreprises qui veulent avoir leur propre marque dans leurs produits, mais qui restent toujours dans l'ADN de Click. Donc l'ADN de Click, c'est toujours ce middle market plus, où je ne suis pas présent sur le marché entrée de gamme, je ne veux pas l'être, et j'ai une qualité de produit qui est connue et reconnue, avec une image de marque qui est intéressante et qui permet aux revendeurs de se démarquer de la concurrence. Donc le no-name, on a un tag movement. Alors, je précise bien pour les gens qui nous écoutent, quand tu appelles le no-name, c'est des produits sur lesquels il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'étiquette, et que tu vas pouvoir réutiliser. Voilà. Tu as la puce taille sur le col, et puis ensuite, évidemment, tu as toutes les informations qui sont obligatoires pour être présent sur le marché européen et le marché français, dont notamment la loi AGEC avec le Triman logo. Et d'ailleurs, sur Untag Movement, on va plus loin, puisqu'on a le Digital Product Passport, le DPP, qui est intégré directement sur l'étiquette l'étiquette de côté. Okay. Donc tu vois déjà, je te parle de 2 marques. Une marque qui est notre core business avec des produits qui sont résistants à la 60 degrés depuis le départ. Hein. On reprend l'idée de Thorsten sur avoir un produit, un support de qualité. On rentre sur le Untag Movement qui pourrait paraître un peu moins qualitatif. Et au contraire, c'est là où on va jusqu'au DPP. Donc en termes de RSE, on va vraiment très très loin. Si tu veux aller sur le pays, parce que comme on a des produits qui sont lavables à 60 degrés, on a été très tôt démarché et référencé dans le milieu du workwear. Dans le pays, tu as ProJob, même qualité, même code couleur, même design scandinave. Et quand je parle de design, c'est pas uniquement esthétique, c'est aussi la résistance du produit. Parce que quand tu es dans l'hémisphère, dans des latitudes qui sont hautes, les climats sont terribles, sont durs, donc il faut que tu sois protégé des agressions extérieures, la pluie, le froid, le vent. Donc ça, c'est ProJob. On parle de l'outdoor avec ProJob, forcément, tu as Kraft qui rentre en ligne de mire dans ces marchés-là, à la fois sur le sport en entreprise, et sur l'outdoor. Et enfin, sur le premium, la marque Golf Cutter Buck, qui est vraiment là où il y a les finitions qui sont les plus soignées, les caractéristiques, le tri-blend, par exemple, en termes de matières premières, où tu as coton, polyester, élastane, qui est un must quand tu le portes sur toi, dont cette chemise, par contre, par ailleurs, est composée. Alors, nos auditeurs ne voient pas ta chemise encore, Christophe, mais je pense qu'ils ressentent dans ce que tu nous dis la qualité évidente, en tout cas la passion pour laquelle tu mets. Donc aujourd'hui, si je résume, je suis revendeur. Si je m'adresse à New Wave, j'ai une gamme de produits ultra quali qui s'appelle Click. Je peux aller sur du workwear, je peux aller sur du sport. Tu as une offre vraiment 360 autour du corporate, c'est bien ça? Et toutes les marques peuvent être mix and match, c'est-à-dire que tu as une vraie intelligence. On n'est pas un catalogue de marques comme on peut trouver parfois sur le marché. Nos marques ont toute une interaction avec les autres.
Les sous-vêtements thermorégulateurs ProJob ont été designés par Craft, par les équipes de Craft. Tu vois, il y a vraiment un apport de valeur ajoutée et tout ça crée une émulation positive, une émulation positive qualitative et de différenciation pour les revendeurs. Ça, c'est hyper important. Parce que c'est un peu l'effet de halo. Je ne sais pas si tu connais l'effet de halo, mais l'effet de halo, c'est que quand sur un marché ou quand sur une gamme, tu introduis des produits premium, automatiquement, l'image du marché et l'image des collections s'en retrouvent toutes rehaussées, toutes améliorées dans l'inconscient collectif. Et entre un produit entrée de gamme et un produit de marque, que tu peux trouver d'ailleurs dans un magasin retail, bah, tu vois bien qu'il y a un positionnement qui est différent et tu offres l'opportunité aux revendeurs de pouvoir proposer cette marque à leurs clients dans leur réseau, sous leur bannière. Ça, c'est hyper important. Ok, très clair. Donc c'est évidemment aujourd'hui une de tes forces, c'est de pouvoir proposer des marques qu'on trouve en retail, en magasin. Oui. Et on parle de produits de qualité identique. On parle Et bien en des stock. mêmes produits. Et en stock. Et en stock. Et en stock. Parce que tu sais que le retail, et souvent certains revendeurs ont des expériences en retail, notamment on parlait des marqueurs, parfois les gens viennent avec leurs produits, mais si tu veux du réassort, c'est impossible, si tu veux la même couleur l'année prochaine, c'est impossible. Donc nous, on a tout un tas de guidelines là-dessus, sur le suivi tant en stock que la pérennité des collections, qui fait qu'on rassure à la fois l'annonceur et le revendeur sur la pérennité des produits. Alors justement, chez vous, quand on parlait de pérennité, c'est la durée de vie d'un produit. 3 ans. C'est 3 ans. Ouais, quand on le sort, c'est minimum 3 ans. C'est minimum 3 ans. Ouais. Okay. Et après, évidemment, les best-sellers, et tu en as qui ont 25 ans. Quoi. Donc, ok, très clair. Alors, je voudrais juste revenir justement, puisqu'on parle du marché là. Toi, ça fait 20 ans que tu es dans ce marché. Ouais. Comment tu as vu l'évolution du marché entre le début des années 2000 et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses notables que tu voudrais faire partager de ton expérience? Oui, j'aime bien la question. Tu me permettras d'y répondre de manière un petit peu différente. Déjà, qu'est-ce qui n'a pas changé? Là, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ce qui n'a pas changé, au bout de 20 ans, c'est que tu as toujours des marques, tu as toujours des revendeurs, tu as toujours des utilisateurs finaux et tu as toujours des annonceurs. Première chose. Ce qui n'a pas changé, c'est que les utilisateurs finaux me disent les revendeurs, me disent toujours Christophe, tu as un métier facile qui est beaucoup plus facile que le nôtre. Et je les crois. Et en même temps, ils ont toujours peur que les marques passent en direct. Donc, tu vois, c'est un peu schizophrène, c'est un petit peu différent. On est bien conscient, nous, qu'ils ont un métier qui est difficile. Et notre job, justement, et depuis 20 ans, ça n'a pas changé, c'est de se remettre en question pour leur apporter des outils d'aide à la vente, pas pour faire leur métier, non, juste pour les aider à ce qu'ils puissent se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée, parce que je suis intimement convaincu de la valeur ajoutée d'un revendeur, sur le commercial, sur le conseil, sur l'échantillonnage, sur l'accompagnement, qui aurait ou qui peut avoir tendance à se perdre. Donc déjà, ça n'a pas changé. Il faut toujours de l'humain, même s'il y a beaucoup de digitalisation, il faut toujours de l'humain. Et nous, en tout cas, chez nous, il faut de l'humain, des commerciaux qui vont visiter les clients, leur montrer les produits, être là quand ça va bien et être là aussi quand ça va pas mal. Quand ça va mal, pardon. Donc c'est vraiment important déjà de cibler que on avait il y a 20 ans des leaders qui sont différents aujourd'hui, donc c'est aussi une grande leçon d'humilité. Rien n'est acquis. On a en 20 ans une explosion du marché. Le marché est très atomisé, très morcellisé dans cette fonction de distribution longue, une marque, un revendeur, un client final. Les revendeurs, on le sait en France, il y a des leaders, mais il n'y a pas de position de marché prédominante. Donc ça veut dire que déjà, c'est le premier rempart aux prédateurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as personne qui peut arriver sur le marché et dire je rachète 1, 2, 3 distributeurs et j'ai une position dominante sur le marché. Non, le marché, il est atomisé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut en vivre. Déjà, ça c'est important. Et tout le monde peut avoir une valeur ajoutée. Et à nous tous de faire bien notre métier pour que tout le monde puisse avoir une valeur ajoutée. Et nous, là-dedans, on a un rôle en tant que marque. J'y reviendrai si tu le veux par la suite. Donc voilà, ça n'a pas changé. Il faut de l'humain, il faut se remettre en question. Ce qui a changé par contre, c'est qu'il y a 20 ans,
quand je suis arrivé chez New Wave, j'allais voir les revendeurs, ils me disaient, écoute Christophe, t'es pas placé sur le t-shirt. T-shirt blanc, t'es trop cher. Donc ça va jamais marcher ton histoire. Et 20 ans après, je pense que New Wave a jamais été aussi fort. Donc ça veut dire que assumer son choix, assumer son positionnement, assumer ses marques, assumer sa manière de travailler, parce qu'on est peu sur le marché à avoir une force de vente dédiée, exclusive, formée. Les commerciaux, nous, sont formés par l'IFTH, par exemple, sur la technique du textile, qui va voir les clients pour donner des éléments tangibles, pas juste regarde mon polo comme il est beau, mais voilà la différenciation qu'il y a entre ce polo-là et un polo que tu peux trouver d'une manière en direct, pas en direct, enfin quand je dis en direct, import Asie ou autre. Voilà comment ça fonctionne et voilà comment tu peux argumenter vis-à-vis de ton client final. Jamais oublier qu'il y a un client final, un annonceur. Euh, donc le marché, il est toujours resté atomisé. Les leaders ont changé, mais il est toujours resté atomisé. Aujourd'hui, tu as toujours un nombre important de revendeurs. Par contre, il s'est aussi beaucoup développé. C'est-à-dire que dans le profil type du revendeur, où avant, tu avais les agences, et puis les ennoblisseurs textiles, pas oublier, le code APE, brodeur sérigraphe, c'est ennoblisseur textile. Je trouve que parfois, on a tendance à l'oublier. Ennoblisseur textile, ça veut dire que tu as un produit vierge et que tu vas l'ennoblir, tu vas le rendre plus beau. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Notre valeur ajoutée, elle est aussi là. C'est pas anodin, loin d'être anodin. Mais qu'aujourd'hui, tu as des distributeurs dans le sport qui vendent des produits. Tu as des distributeurs, je parlais du workwear, tu as des distributeurs dans le workwear qui vendent aussi des produits de corporate. Tu as toujours les brodeurs et les sérigraphes et nos agences. Et puis, tu as la digitalisation qui est arrivée. La digitalisation, Temu, Amazon, Wordance, Helloprint, Exaprint, il y en a toute une... qui sont des nouveaux arrivants sur le marché. D'accord ? Et justement, parfois, si tu peux me permettre une parenthèse, je trouve qu'on se trompe de combat. Ouais, tu travailles avec un tel ou tu travailles avec un tel. Oui, mais pendant ce temps, il y a des gens qui font pas de bruit, qui font pas de grands éclats, mais qui par contre vendent des millions et des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur nos produits. Et ça c'est pour moi le combat qu'on doit avoir entre le respect de notre force de vente indirecte par nos revendeurs avec leur valeur ajoutée par rapport à la digitalisation pure et simple. Ça on a une valeur ajoutée, il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on la mette en avant et il faut que tout le monde joue le jeu. Et moi, c'est mon rôle en tant que marque. Mon rôle, c'est justement de ne pas être présent avec ces gens-là, de choisir et d'assumer mes choix de distribution et de me battre et de montrer que le textile peut être beau, que mes marques sont belles, que mes marques permettent de pouvoir présenter, vendre, accompagner, fidéliser des clients parce qu'il y a une technicité, parce qu'il y a une qualité, parce qu'il y a une résistance, parce qu'il y a une longévité du produit. Ce qui, entre nous, déjà, est la première démarche RSE. Donc, ils existent, ils sont rentrés. À nous maintenant, et aux revendeurs ensuite, de fidéliser son client, de faire sa valeur ajoutée, de conseils, d'accompagnement. Et nous, on va essayer de l'aider par rapport à ça. Alors, tu parles de... Pour moi, il y a pas mal de choses que je voudrais retenir de ce que tu viens de dire. Ouais. Tu parles de digitalisation que tu opposes aux revendeurs traditionnels, mais est-ce que justement, c'est pas au réseau traditionnel de venir intégrer dans son flux de la digitalisation pour justement venir couvrir des choses qui sont pénibles, longues, répétitives et qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Je donne l'exemple du BAT, puisqu'il est ultra connu. Aujourd'hui, c'est une épine dans le pied de tout le monde. Le BAT, on le prend, on le demande à un graphiste, on le renvoie au commercial, qui renvoie au client renvoie une demande. Et ça, on est resté sur cette partie-là. Moi, je le vois dans mon quotidien. Et pour moi, le fait que certaines personnes se soient digitalisées, en partie sur cette partie-là, mais sur d'autres choses, mais pour moi, je les oppose pas à une digitalisation qu'on doit avoir de notre marché, parce que si on n'évolue pas, tu l'as dit, les leaders ont changé, mais si on n'évolue pas, il y a quand même un risque qu'on se fasse remplacer. Et je pense que tu as tout à fait raison, pas parce que quelqu'un va venir et va racheter 3 agences, mais parce que des gens vont venir avec un modèle différent, un modèle qui correspond à l'ère du temps. Comment
comment vous, New Wave, vous essayez d'accompagner vos clients au travers de cette partie-là, et qu'est-ce que toi tu vois au quotidien? Et ma deuxième question, ça va être, depuis tout à l'heure j'entends dire, ouais, nos revendeurs, leur valeur ajoutée, nos revendeurs, leur valeur ajoutée. C'est quoi pour toi la valeur ajoutée que doit avoir aujourd'hui un revendeur pour être un bon revendeur et du coup être toujours présent dans les années futures? Parce que c'est évident, ne reste que ceux qui apportent une valeur au marché, quoi. Oui. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Très bien. Euh, Quelle est la valeur d'un revendeur? Le revendeur, s'il existe, c'est qu'il a un rôle à jouer. Le rôle, c'est de démarchage jusqu'au paiement du client, tout cet accompagnement qui va entre cette étape 0 et cette étape infinie, c'est le rôle du revendeur. Il n'y a que lui qui peut le faire, il n'y a que lui qui peut bien le faire. Parce que relationnel, parce que présence locale, parce que historique, parce que partenariat, parce que service de proximité, service plus. D'accord? Il n'y a que lui qui peut le faire. Et dans cette démarche-là, il y a l'accompagnement. L'accompagnement, c'est le conseil. Donc, ce n'est pas uniquement recevoir une demande et répondre en ping-pong, tac-tac. C'est recevoir une demande, la qualifier et ensuite avoir le meilleur produit qui répond aux besoins du client. Pas ce que j'ai envie de vendre, pas parce que j'ai un partenariat avec un fournisseur, pas parce que l'autre je l'aime pas. Non, par rapport aux besoins de mon client. Donc ça passe par du contact physique, Teams ou autre, on préfère le physique, ça passe par des échantillons, ça passe par des conseils entre plusieurs produits, ça passe par s'engager sur un choix, disant bah, moi je vous conseille. Le conseil, c'est important. Hein. C'est pas une notion qui est abstraite, hein, le conseil. C'est moi, un revendeur spécialiste de l'objet et du textile, par rapport à l'utilisation, par rapport au cahier des charges que vous me donnez, je vous préconise ça. Après, attention, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre choix, votre indépendance, pas de problème. Mais moi, vous me demandez à moi parce que je suis revendeur, parce que je suis spécialiste. Donc je vous donne ça. Et ça c'est irremplaçable. Irremplaçable. Et c'est pour ça que je n'oppose pas la digitalisation. Mais entre un pure player, et au lieu de parler de digitalisation, je vais parler de pure player, entre un pure player qui n'a pas cette dimension conseil, tu as besoin de son t-shirt, pof, toc, marquage, il est là, blof, c'est fait. 5 minutes, 10 minutes. Mais là, je me rends compte que déjà, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de mise en concurrence, alors que nos revendeurs sont tout le temps mis en concurrence. Donc ça veut dire que il y a 2 poids 2 mesures quelque part. Mais la simplicité, la fluidité et aussi la nouvelle génération qui est arrivée dans les entreprises, dans les annonceurs, dans les utilisateurs finaux et aussi chez nos revendeurs, ils ont des process, ils ont des repères, ils ont des manières de fonctionner qui sont complètement différentes et c'est pour ça que le marché évolue. Et c'est pour ça que la digitalisation, aujourd'hui, elle récupère naturellement, sans faire pléthore de communication ou de battage publicitaire ou de promotion à tout va, elle récupère naturellement un flux entrant qui avant était le flux entrant des mails chez certains de nos revendeurs et qui avant était la visite avec le conseil de nos revendeurs. Donc ça veut dire, si tu veux, cette paupérisation-là dont hérite la digitalisation, les pure players, ben nous, il faut qu'on remette l'église au milieu du village en disant, attendez, hop. Digitalisation, super, pratique, rapide, fluide, pas de problème. Mais on est là. Quand il y a un problème, la digitalisation, c'est conditions générales de vente, en bas sur le site internet, et là, c'est une autre galère. Alors, quand tu as un problème avec un revendeur, tu l'appelles, tu as un contact, un numéro de téléphone, une adresse mail, tu as une personne en face de toi et qui te règle ton problème. D'accord? Et ça, c'est dans le conseil. Ça, c'est dans la valeur ajoutée. Et pour moi, tu ne peux pas la remplacer, ça. Alors, soit tu prends le risque de te dire, et peut-être que sur 100 t-shirts, tu peux prendre le risque. Par contre, si tu fais 500 doudounes, risque, moi, je préfère avoir quelqu'un physique en face de moi. Hein. Dire, bon, 500 doudounes, craft, parka ou vêtements de pluie hyper fins que Turnbuck, donc on se plante. Hein, donc, on est bien d'accord sur le marquage, ça marche, etc. Donc, je les oppose pas. Je dis juste qu'il y en a un qui bénéficie naturellement d'un flux entrant que l'on peut récupérer. Et ça, moi, je suis un optimiste convaincu. Et il n'y a pas de fatalité. Et juste excuse-moi, maintenant, dans la digitalisation, là, tu as raison. C'est pas opposer un moyen de travail avec un autre. C'est au contraire, et nous, en tant que marque, c'est là où j'ai une responsabilité, leur faciliter l'accès à cette digitalisation
pour être un outil de travail. On a un partenariat, Print by New Wave, sur lequel le marquage chez les revendeurs, ça fait 10 ans qu'on en parle, 5 ans qu'on en parle. Le revendeur, il veut pouvoir se concentrer sur, encore une fois, sa valeur ajoutée, qui est de démarcher, qui est le conseil, qui est le traitement des objections et qui est l'amélioration de son service. Et donc, je les comprends. Aujourd'hui, leur métier, il n'est pas simple. Il est compliqué. Ils doivent être multifacettes. Ils doivent être un pro du marquage. Ils doivent vérifier que l'échantillon est bien parti, qu'il est bien arrivé. Ils doivent être commerciaux. Ils doivent être dans leur entrepôt. Parfois, ils ont une presse. Ils doivent être marqués. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est dans les modifications, dans les évolutions du marché. C'est aussi le métier du revendeur. Il est devenu c'est plus juste un revendeur qui a un showroom et puis qui vend les produits, l'objet et autres. C'est devenu beaucoup plus que ça. Donc, quand tu analyses un petit peu comment fonctionne le marquage, tu te rends compte que il y a déjà c'est une source d'erreur. Non, pardon. Déjà, c'est une compétence dédiée, spécifique. 2, c'est un process qui est long, qui est chronophage et qui est source d'erreur. Les BAT, on a tous connu, le logo n'est pas bon, il n'est pas vectorisé, le BAT, un aller-retour, 2 allers-retours, 3, puis parfois, ça ne s'arrête jamais. Et puis après, la prestation de marquage. D'accord ? Nous, et là, il y a 2 manières de travailler ça, 2 manières de répondre à ce besoin-là. La première, c'est de rien faire. On s'est dit, écoutez, chacun son métier, moi je suis une marque, c'est pas mon job. La deuxième, c'est tout intégrer. Et on a des exemples sur le marché français de grands opérateurs, de gens qui ont pignon sur rue et depuis très longtemps, qui ont pris cette direction-là et de dire écoutez, nous, pas de problème, on est capable de tout faire. Et vous avez le produit de A à Z. Ok, c'est une manière. Nous, ensemble, on a ouvert une 3e voie, qui est de dire moi, c'est pas mon ADN, c'est pas ma compétence, c'est pas ma valeur ajoutée, c'est pas mon credo de développer ça. Par contre, il y a un besoin du marché. S'il y a un besoin du marché, moi, par contre, je dois être là. Et donc, ce besoin du marché, qui est le marquage, comment je peux faire pour pouvoir apporter un outil digital qui puisse être facilitateur de vente. Et là, c'est balèze. Là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que avec Print by New Wave, je peux aller chez un client, un prospect ou un client. Auparavant, je suis un bon commercial, donc j'ai préparé mon rendez-vous. Chez New Wave, on a des micro-shops qui existent par métier. On a 72, 76 métiers, avec une offre qui est prédéterminée. Tu vas avoir un paysagiste, tu as déjà des produits prédéterminés pour les paysagistes, ce qui t'évite d'avoir 8 catalogues, 20 000 pages à montrer, 100 000 SKU à vendre. C'est impossible à faire, ça. Donc, tu as déjà ça, tu as déjà ce support-là. Tu vas chez le client ou chez le prospect. Tu lui fais déjà une présentation qui est ciblée, d'accord ? Avec des produits qui sont adaptés à ses besoins, adaptés pour ses collaborateurs, quelle que soit la morphologie ou le type de travail qu'ils font, qui peuvent être adaptables en fonction des budgets. On a plusieurs offres. Chez Click, on a Basique, Classique, Premium. Pareil, chez ProJob, on a Prio, on a Progression. On a différents niveaux de qualité, donc niveau de finition, niveau d'exigence, niveau de matériaux utilisés. On va du polyester jusqu'à la polyamide, le nylon recyclé, le Cordura, le Kevlar Stretch. Voilà. Donc, si tu veux, l'amplitude, elle est quand même importante. Donc, tu lui fais déjà une offre ciblée. Et là, à un moment ou à un autre, vient le marquage. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché, et c'est ce qui a aussi beaucoup changé depuis 20 ans, c'est que le nombre de sociétés qui sont concernées par l'uniforme de travail, il est exponentiel. Et on est loin d'avoir encore... comment je pourrais dire, étoffer l'intégralité du marché. Donc, tu vas chez le client, présélection des produits, présentation des échantillons, hop, on arrive au logo. Avant, c'était obligé, tu récupérais le logo, enfin, le gars te l'envoyait, ou tu l'avais déjà, mais enfin, le gars te l'envoyait, tu devais faire un devis. Là, tu peux tout faire sur Internet. C'est-à-dire que tu es chez le client, tu lui as fait sa sélection de produits, il a fait sa présélection, tu choisis les produits avec lui, et ensuite, tu lui fais un pré-BAT, tout de suite chez le client. Non mais... Tu chopes la valeur ajoutée. Ça veut dire que là, tu augmentes tes chances de vente de 30-40%. C'est-à-dire que tu lui montres le produit fini, devant lui, en live. Tu prêches un convaincu. C'est mon petit mantra. Je dis souvent, vous vendez des produits personnalisés, mais vous ne pouvez pas montrer des produits personnalisés en live, sur Internet. Il faut toujours attendre un processus de vente où on va recevoir in fine un document. Donc, pour moi, c'est
c'est une évidence absolue, mais je pense que c'est important de te l'entendre dire par rapport à ça. C'est-à-dire que on ne peut vendre que ce qu'on montre. Et Oui. si on veut vendre du produit personnalisé, il faut montrer du produit personnalisé. Et si tu montres, tu augmentes tes chances de vendre. Et si tu montres, tu augmentes tes chances de mettre une barrière à la concurrence. Il y a ça aussi dans la vente, hein. C'est mon client, c'est mon prospect et je veux le conserver. Donc si tu as comme on te donne la possibilité d'avoir un comportement vraiment professionnel, tu l'as déjà, mais on va au bout du bout du bout. Et nous, on n'est rien dans l'histoire, hein. Nous, vraiment, l'objectif, c'est d'être facilitateur. Mais comme on te propose cette opportunité qui n'est pas chez nous, hein, il y a tous les accords RGPD, les protections des données, le programme de broderie t'appartient. Donc ça aussi, c'est important quand même. Si tu reviens à une de mes premières remarques, le programme de broderie t'appartient. Donc du coup, c'est quand même intéressant, tu es maître à bord. Et derrière, tu as un argument de vente supplémentaire et tu as un comportement de vente professionnel qui fait que le gars dit, bah, oui, c'est ça, ça vous coûte tant, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Bah, tu marques, tu plantes la commande. Tu plantes la commande. Et ça, c'est pas le prix. Ça, c'est pas parce que tu es le plus grand, le plus beau, le plus fort. Non, ça, c'est parce que juste, t'es pro. On avait fait... et on a encore en catalogue les packs échantillons marqués, les échantillons marqués avec toutes les caractéristiques techniques qui fonctionnent encore, et ça fait 10 ans qu'on l'a. Et c'est un support d'aide à la vente. Et ben là, c'est un support d'aide à la vente 2.0. Voilà. Et justement, en termes de service que tu penses qu'un distributeur ou une marque doit proposer à ses revendeurs, ça doit aller jusqu'où pour toi aujourd'hui et peut-être demain euh, Alors, déjà dans les services, c'est bien faire notre métier. hmm C'est pas vouloir faire celui des autres. Donc, on peut aider, mais notre base, c'est déjà d'avoir les produits, d'avoir de bons produits au bon prix, avec une qualité qui soit irréprochable et des engagements RSE, dont, entre parenthèses, chez New Wave, les premières démarches RSE, c'est 2005. Donc, tu vois, quand tu me disais comment tu vois l'évolution du marché, ben, en 2005, quand on allait voir les revendeurs et qu'on disait, ben oui, nous on fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent chez nos sous-traitants, on fait attention à ce que les teintures qui soient utilisées, elles soient quand même clean, qu'on ait une certification Ecodex ou BSCI ou Amphor, 2005. En face de nous, on avait des murs. Ça n'intéressait personne. À notre grande âme d'ailleurs, hein. Ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, si tu n'as pas ça, c'est pas la peine de sonner ou de toquer chez un client. Donc, déjà bien faire notre métier. Bien faire notre métier, c'est avoir des bons matériaux, des bons produits, du stock, des bonnes livraisons, des bons prix, un accompagnement commercial et des supports quels qu'ils soient à tous les niveaux. Dont Print by New Wave, dont les microshops qui sont aussi des services, dont les packs échantillons marqués. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que sur la logistique, il y a une évolution du marché qui est aussi assez dingue. On a toujours eu le cas de l'urgence où l'annonceur qui en finale s'y prend au dernier moment et veut pour demain sa broderie ou sa sérigraphie sur ses produits. Mais aujourd'hui, c'est plus une exception, c'est une règle. Tu dois être capable de le faire. Donc ça veut dire que sur la partie logistique, on se doit d'amener la logistique aussi sur un 2.0. Alors nous, c'est ce qu'on vient de faire. Ça fait 1 an et demi là, que je me suis investi corps et âme dans l'entrepôt New Wave France qui est à côté de Lyon, à Genasse, qui est un entrepôt semi-automatisé, dans lequel on a une livraison qui est à J+1 avant 13 heures, sur des commandes ouvertes, donc le client peut te commander plusieurs fois dans la semaine et tu as une facturation, sur du dropshipping, sur de la facilité d'avoir les produits rapidement pour venir les chercher, en fait, on a vraiment essayé de prendre tous les atouts que pouvait avoir une logistique et de les concentrer sur notre entrepôt. Donc on a beaucoup de travail à faire, c'est tout nouveau, mais le Go Live s'est super bien passé, et maintenant les stocks montent, donc le taux de service monte, et donc on va pouvoir être de plus en plus performant sur cette partie-là. Mais tu vois, du coup, tu n'as plus aucun pan de ton activité qui est de l'amateurisme aujourd'hui. Plus aucun. Et tu n'as plus aucun pan de ton activité où tu ne peux pas apporter un service additionnel au client.
Quand je parle de logistique, par exemple, nous, on fait tout au séquencing, le strict séquencing. C'est-à-dire que tu passes ta commande, tu as ton polo, ProJob, bleu, XS, S, M, L, XL, double XL. Ça, c'est ton ordre normal de commande. Et on a toujours fait comme ça. D'accord ? Aujourd'hui, nous, on prépare dans cet ordre-là. C'est-à-dire, quand tu ouvres ton carton, tu as d'abord le XS, après le S, après le M, après le L, après le double XL, le XL, pardon, et le double XL. Ça a l'air de rien. C'est un casse-tête au niveau logistique. Programmation. Alors, ça n'a pas l'air de rien. À partir du moment où tu as déjà un peu traité ce genre de produits, Alors, tu sais que pour les compter, pour les envoyer, pour les splitter en ordre de fabrication, ce n'est pas rien. C'est énorme. C'est-à-dire que ça a l'air de rien comme ça quand on parle de séquencing. Bon, ok, on s'en fout. Non. Quand tu as une activité logistique, et d'autant plus, et là, les ennoblisseurs, ils en savent quelque chose. C'est eux qui reçoivent les commandes après pour les brodés et les sérigraphies. Donc, quand déjà tu as ton BL que tu reçois de manière digitale avant de recevoir ta commande, toujours dans la démarche RSE, et puis que tu as ensuite ta commande, tu as une étiquette sur le carton, mais que tu reçois la commande dans le carton qui est préparé sur ton bon de commande, là, et ça c'est un service additionnel. On peut ouvrir un entrepôt sans faire ça, on peut avoir un entrepôt sans faire ça. Mais si tu veux amener au 2.0 sur la digitalisation ton service au niveau des exigences et des besoins de ton client, parce que lui, il ne peut pas avoir 50 personnes juste parce qu'une web il livre. Lui, il a besoin d'avoir le moins de monde possible et de prendre la réception de produits le moins de temps possible. Donc c'est un des services. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amateurisme, quel que soit ton plan d'activité. Plus sur le produit, tu ne peux plus avoir des produits qui sont moyennasses. Ce n'est pas possible. Plus sur la logistique, plus sur le transport. Le transport aujourd'hui, entre le transport donc sur vente, entre nous et le revendeur, devient hyper important. Parce que tu ne peux pas avoir un chauffeur sur le dernier kilomètre qui fasse n'importe quoi, qui ne trouve pas le client, qui ne porte jamais les produits, qui l'emmène à un relais colis. C'est plus possible, ça. Sur les marques, l'image de tes marques, sur les partenariats que tu peux avoir, sur l'accompagnement que tu peux avoir, sur le traitement des retours, sur la comptabilité. Aujourd'hui, la comptabilité chez nous, elle est vraiment performante. Parce que il peut y avoir des aléas dans une vie d'une entreprise, hein, on sait tous ce que c'est, et c'est à nous d'être compréhensifs, d'être fermes aussi, mais d'être là pour le client. Ouais, je veux que quand le client il a un problème avec NewWave, le commercial devienne notre client, et nous, on doit trouver la solution. Et on n'a pas besoin d'appeler NewWave 3 fois, 4 fois, 6 fois, pour répéter 3 fois, 4 fois, 6 fois, à 3, 4, 5, 6 interlocuteurs différents sans problème. Une fois, on s'engage à donner un délai de réponse, on répond, on n'a peut-être pas la réponse tout de suite, mais on dit où on a le dossier, et ensuite on trouve la solution. Alors justement, aujourd'hui, on a compris tes produits, ton service. Si demain, je veux ouvrir un compte chez NewWave, il y a des conditions particulières, tout le monde peut ouvrir un compte, comment ça se passe? Non, tout le monde ne peut pas ouvrir un compte, mais il te faut un extrait cabis, un numéro de TVA intracommunautaire et un RIB. Évidemment, sur l'extrait cabis, le code APE est hyper important. Donc là-dessus, on fait la sélection. On est sollicité tout le temps. Mais par contre, on a aussi une notion de revendeur avec un grand R. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être une agence pour ouvrir un compte chez nous. J'ai parlé de distributeurs EPI. Aujourd'hui, il y a des gros distributeurs EPI qui sont clients chez nous et qui ne seraient peut-être pas dans le profil type de ce que tu penserais par revendeur. Idem dans le sport. Donc c'est vraiment le code APE et ensuite on segmente. Et ensuite, évidemment, c'est le partenariat, on discute ensemble de comment tu veux mettre en avant la marque. Si c'est juste pour avoir un tarif, c'est juste pour avoir les stocks, il n'y a pas trop d'intérêt, ni pour toi, ni pour moi, enfin, ni pour le futur revendeur ou autre. Par contre, s'il y a un investissement, s'il y a une démarche, s'il y a vraiment un plan d'action, et il y en a de plus en plus, on se rend compte que dans les nouveaux clients, il y a vraiment des gens qui arrivent. Il y a eu une période où c'était une nouvelle carrière, tu vois, l'objet publicitaire. Tu n'avais pas besoin de diplôme, tu pouvais y arriver. Il suffisait que tu aies un réseau un peu bien établi et tu pouvais créer ta société. Aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui ont un projet, qui ont une manière de voir les choses, et notamment dans la nouvelle génération. Et ça, c'est stimulant. Et donc, ça veut dire que tu dois échanger avec ce projet avec eux et voir comment toi, tu peux les accompagner le mieux possible. C'est là que tu te rends compte que la dimension service dont je t'ai parlé, la dimension qualité, aussi, elle est hyper importante. Et que le prix ne fait pas tout. Et que le prix, ça peut être aussi un faux combat. Parce que si je reviens à mon annonceur final, lui, c'est pas d'être le moins cher qui intéresse. Il y a une notion tarifaire, bien entendu, il y a une notion risque, et il y a une notion aussi satisfaction. Parce que derrière, il y a des clients, parce que derrière, il y a des collaborateurs, parce que derrière, il y a des budgets qui sont mis devant, et que du coup, si tu fais une gamme, une qualité
pas dire médiocre, mais qui justifie un bas prix, bah forcément derrière, tu ne peux pas avoir C'est l'image de l'annonceur. c'est l'image de l'annonceur. Et c'est l'image du revendeur aussi. Et c'est l'image de la marque. Et moi, mon job, c'est véritablement de donner des lettres de noblesse à notre marché et à dire, on doit avancer en étant fiers de nos produits, fiers de nos marques, fiers de ce qu'on propose. Tu sais, je vais te donner un exemple assez rapide. Je t'ai rendu compte que j'étais bavard. On a fait partie de l'étude du Rabi. Je ne sais pas si tu connais l'étude du Rabi. Non. Bon. Du Rabi, c'est lancé par l'IFTH en partenariat avec l'ADEME dans le cadre de la loi AGEC sur l'impact du textile sur le marché et comment on pouvait réduire cet impact-là. Donc il fallait avoir du cran parce que tu avais des tests de tes produits. On était la seule marque corporate qui était dedans. Et après, tu avais Decathlon, tu avais des marques de luxe, tu avais des marques françaises, tu avais des marques... donc très intéressant. Donc on y est allé et de manière très humble, on a amené nos produits. Bilan de nos produits, on était dans le top 5 des produits testés. Tu te dis, tiens, ben intéressant, on fait du marché B2B, où on a plutôt tendance, quand j'écoute les uns et les autres parler de ce marché, d'être le parent pauvre du textile par rapport au retail, par rapport au luxe, etc. Et tu te rends compte sur la qualité des produits, tu es tout à fait comparable à des marques qui ont pignon sur rue, qui ont des franchises, et qui ont des produits qui ne sont pas à la hauteur de ta qualité. Attends, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de se dire, un, on n'en a pas honte, deux, on peut le mettre en avant, parce que trois, l'annonceur, il a besoin d'être rassuré. Donc ça fait partie de nos démarches, nous en tant que marque, de dire, soyons fiers, portons haut les couleurs. On est un vrai média, on est un vrai support de com. On a un support de com qualitatif. Si tu veux faire une publicité sur TF1 à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de football, tu vas pas arriver en disant non mais ça vaut pas, j'ai eu une idée des prix, ça vaut pas 300 000, moi je le veux à 200 000. Non. Ben, nous c'est pareil, toute proportion gardée, avec beaucoup d'humilité. Mais on ne doit pas avoir honte de ce qu'on vend. Ça c'est impossible pour moi. Et on doit apporter des solutions quand tu apportes une marque retail à un client, un annonceur, un utilisateur final, qui le remet à ses collaborateurs, tu vois dans les yeux. Tu vois dans les yeux que les mecs ils se disent, putain, il ne s'est pas fichu de nous. Alors, aujourd'hui, tu prêches un convaincu, mais est-ce que tu as l'impression que le marché va dans ce sens-là? Est-ce que tu as l'impression que, on va dire, le textile cheap et bas coût, c'est fini? Et est-ce Non. que tu penses que les revendeurs aujourd'hui sont suffisamment formés et informés pour justement éviter la guerre de prix et plutôt aller sur la guerre de la qualité? Non, alors je pense pas ça, mais à l'inverse, il y a 10 ans, un grand de notre monde prédisait la fin du middle market, du milieu de gamme. Aujourd'hui, je pense que le milieu de gamme, il n'a jamais été aussi fort. De par le nombre de marques, d'offres. Donc ça veut dire quand même que ce n'est pas un hasard. Donc déjà, c'est bien. Parce que nous, on prêche là-dessus, on est sur ce milieu-là depuis le début. Sur les clients, sur les revendeurs et les clients. Là encore, tu as le choix de ne rien faire et puis de considérer que le marché évolue comme il veut, ou tu as le choix d'être acteur de ce marché-là. Nous, c'est notre choix. On a choisi d'être acteur. Et acteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, on fait de la formation force de vente, qui est d'ailleurs de plus en plus plébiscitée. Deux, on fait de l'accompagnement force de vente chez le client, chez l'annonceur final. Trois, on fait de la préconisation. D'accord? Mais ce n'est pas un gros mot, la préconisation. La préconisation, c'est aussi éduquer l'annonceur, l'utilisateur final, sur les bienfaits d'avoir une marque, sur les bienfaits d'avoir une qualité technique. Et ça depuis 2006. Et j'ai jamais travaillé en direct. Donc tu vois, je suis très zen pour en parler. L'accompagnement en force de vente, c'est pareil. On le fait en toute discrétion, en toute confidentialité. On peut même signer des accords de confidentialité avec les revendeurs pour aller avec le revendeur chez le client final, écouter les besoins et venir avec des produits qui soient adéquats. Et là, c'est bluffant. C'est le double effet qui se coule. C'est bluffant pour l'annonceur final, l'utilisateur final, le client, et c'est bluffant pour le revendeur. Le nombre de fois où, en sortant du rendez-vous, le revendeur nous dit « Non, mais je ne reviens pas qu'on ait
fait la proposition sur du craft, alors que le client, moi, il me dit toujours non mais c'est trop cher, non mais c'est trop cher, non c'est trop cher. Et donc c'est là où on a notre valeur ajoutée. C'est là où moi et je suis droit dans mes bottes, si tu veux, d'aller voir l'utilisateur final pour lui dire oh, on ne vend pas le même produit. Mais si vous voulez du prix, pas de problème. Vous avez une offre qui est pléthore, vous trouverez tout ce que vous voulez sur le marché français. Mais il y a aussi autre chose. Quel est votre besoin? Tu vois, on parle de sous-vêtements thermorégulateur. C'est un produit qui ne se vendait pas avant dans le marché promotionnel et un peu dans le pays. Aujourd'hui, c'est un gros marché. D'accord? Si au lieu d'avoir la plus grosse des parkas, tu comprends l'intérêt d'avoir 3 couches, une couche pour te tenir au sec, une deuxième couche pour te tenir au chaud et la troisième couche pour te protéger de la pluie et du vent, bah, tu as une démarche qualitative de formation du client final qui est intéressant parce que à la finale, en budget total, ça ne lui coûtera pas plus cher. Par contre, en adéquation besoin-solution, la tête dedans. Et on se rend compte aussi, pareil, sur la préco. C'est pareil. Je suis allé voir des grands comptes, parmi les plus grands comptes de France, qui me disaient, j'ai jamais vu, on m'a jamais présenté un t-shirt qui est là à 60 degrés. Et ça, c'était il y a 10 ans. Bah si, nous on en a. Ils ne croyaient pas. On a fait des tests. Et là encore, une fois, on peut être fier de nos produits. Parce que les tests, ils ont été passés. En lavable à 60 degrés. Et quand tu as un grand compte qui te dit ça, bah, du coup, tu es serein dans tes baskets. Et tu sais qu'il y a un marché. Même si depuis des lustres et depuis des décennies, il achète toujours le même t-shirt parce que le revendeur lui a dit non, ça n'existe pas le t-shirt là à 60 degrés. Donc on a une grosse démarche à faire. Nous, on doit vraiment avoir cette prise de recul. Et quand tu dis l'éducation, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les marques, tu vois des marques qui sont entrées de gamme. Tu vois aujourd'hui des marques qui ont un gros engagement RSE, même spécifiquement. Donc ça, c'est bon pour le marché, hein, pour faire monter le marché vers le haut. Et nous, on est à part. On a nos 5 marques qui s'entrecroisent les unes aux autres et qui te permettent d'avoir une offre large et en même temps qui peut être dédiée à un secteur d'activité, à un collaborateur et une entreprise. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est important pour le revendeur de le savoir, pour l'annonceur de le savoir. Et c'est la même qualité. Quand je parle de marque, c'est pas une craft en retail et craft en corporate. C'est la même chose. Hein. C'est la même qualité. C'est les mêmes usines, c'est le même cahier des charges, c'est la même garantie, par exemple, sur les sous-vêtements thermorégulateur, garantie à vie sur l'usage sportif, en conditions normales. C'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on est quand même pas sûr de nous, mais on est serein sur la qualité. En tout cas, on sent que tu es passionné et que Oui, tu défends corps et âme tes produits. Et pour moi, c'est hyper intéressant à entendre et à voir, parce que moi, je te vois en face si les gens ne te voient pas. Parce qu'aujourd'hui, notre marché, quand même, souffre d'une image d'Épinal, du vilain petit canard, du produit peu qualitatif. Ce qui est pour moi grandement dommage. Donc je suis hyper fier, hyper content de t'avoir invité et t'entendre parler sur cette partie-là. Ouais, merci. Merci de me donner voix au chapitre et de pouvoir, encore une fois, véhiculer ce message positif qui est important pour tout le monde. C'est vraiment l'objectif de ce podcast, clairement. Juste une dernière chose, notre raison d'être chez New Wave, c'est Dress a Better World. C'est pas anodin. C'est pas un slogan, c'est une raison d'être. C'est-à-dire que de la conception du produit jusqu'au traitement des objections, on doit avoir une qualité. Et Dress a Better World, c'est qualitativement avoir le meilleur produit possible, mais aussi sur nos relations, sur le partenariat qu'on a avec nos clients, aussi être le plus vertueux possible et être générateur et de partager ces ondes et cette volonté d'améliorer notre secteur d'activité. Très clair. Christophe, pour finir, si tu devais conseiller un produit à nos auditeurs, le produit que tu aimes le plus, toi, qui est depuis 20 ans dans ce milieu, ce serait quoi? Il y en a tellement chez nous. Non, tu es obligé d'en choisir qu'un seul. Sinon, ce serait pas qu'un drôle. seul. Je dois en conclure qu'il n'y en a pas. Il y en a plein, c'est le choix est dur. Le choix est dur, en plus avec plusieurs marques. Alors, tu n'es pas obligé de me citer un produit d'une marque, on peut être sur un produit générique. Ah, générique, pardon. Donc tu as le choix, tu as vraiment le choix.
Je pense que le produit que j'aime le plus, c'est la softshell. C'est la softshell. Pourquoi? Parce que ça vient du milieu de la montagne, ça vient de la nature, ça vient de la protection, hein, et soft, d'où shell coque. Tu vois, donc déjà dans le nom, j'aime bien ce nom-là. Et aujourd'hui, tu arrives à avoir une technicité sur les softshells qui est dingue. Et surtout, c'est devenu, donc on part du sport, ça est venu petit à petit dans le corporate. Aujourd'hui, c'est un must-have sur le corporate, et dans le vêtement professionnel, ça devient un produit leader. Donc, tu vois, tu as un produit qui fait un cheminement comme ça, qui à la base, les premières soft-shells qu'on avait, les gens disaient, non, mais tu avais la parka et puis tu avais la polaire, et entre les deux, tu n'avais rien. Et donc, tu as créé un marché là. Et quand tu vois aujourd'hui l'évolution sur plusieurs années, voire une dizaine d'années, tu te dis, waouh, quel produit, quel produit. Ouais. Ouais, ça, c'est un beau produit, ça. C'est la softshell, définitivement. Définitivement. Ok. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas, pour ce temps passé ensemble. Et Merci à toi, merci à l'équipe, merci à tout le monde. merci. Merci À de ta bientôt, confiance. Christophe. À bientôt.